La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Cette phrase... Je vous présente Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur du gouvernement de Michel Barnier. Alors, il tient ses propos pas en tant que nouveau ministre de l'Intérieur, bien que ceux qui sont au courant ont pu remarquer qu'il avait surtout insisté sur l'immigration. Bon, mais là, on a quelque chose à dire quand même, parce que dire que la colonisation a eu ses heures noires, alors quand même, je fais une parenthèse. Vous remarquerez que quand on dit noir, c'est toujours négatif. Quand vous prenez la définition du mot noir dans le dictionnaire et celle du mot blanc, c'est consternant. Puisque blanc, c'est, voilà, les anges sont blancs, la lumière blanche, la bénédiction. Le noir, c'est le diable, c'est les démons, c'est négatif, c'est le travail noir, le marché noir, je mange mon pain noir. Le noir, c'est mauvais. C'est le côté obscur, c'est Dark Vador qui est tout en noir. Bref, vous voyez déjà, la sémantique ne va pas du tout. Au-delà de cela, il vous dit il y a eu des heures noires, donc il reconnaît effectivement qu'il y a eu un côté mauvais, et surtout il vous dit il y a eu des heures belles, et une main tendue. Alors on va lui faire un petit bilan, monsieur Retailleau. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais si on prend par exemple le début de la colonisation de la France en Afrique, c'est l'Algérie. C'est le premier pays qui va être colonisé par la France sans aucune justification, avec une attaque, ou soi-disant, parce que je l'ai eu en commentaire d'un facho qui m'a dit oui, c'était pour arrêter la piraterie. Alors, ce qu'on appelle les barbaresques, la piraterie dans la Méditerranée, dans le secteur d'Alger. Tu veux arrêter la piraterie, à la rigueur, t'envoies des bateaux et tu fais la police. Mais est-ce que tu dois envahir un pays, tuer tout le monde et massacrer les femmes et les enfants? Je ne le crois pas. Néanmoins, cette histoire de piraterie est totalement fausse. L'Algérie avait une dette de l'équivalent de 10 milliards d'euros. La France avait cette dette-là auprès de l'Algérie, parce que je rappelle que l'Algérie était le grenier de l'Europe, que les armées napoléoniennes ont été nourries par le blé algérien, et au-delà de ça, l'Algérie a toujours consenti de gré à gré, même à l'époque de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, des prêts. Donc, l'Algérie réclame son dû, et là, la France décide en 1830. Alors, ça avait été planifié avant, parce que même Napoléon Bonaparte avait demandé qu'on cartographie l'Algérie, parce qu'il envisageait de l'envahir pour pouvoir disposer d'un grenier, et au-delà de ça, étendre l'empire colonial. Donc, vous avez en 1830 cette invasion, par exemple, on peut citer le général Bugeaud, qui lui va le théoriser dans un livre qu'on trouve encore aujourd'hui, vous pouvez consulter, qu'il faut tuer tous les Algériens, brûler les récoltes, il a enfumé des femmes et des enfants dans des grottes. Vous avez aussi le général Lamoricière qui, lui, est très clair dans la doctrine, il faut absolument tuer tout le monde, sans exception, même les animaux de compagnie. Bref, vous avez donc cette colonisation à marche forcée dans une brutalité inouïe, qui est quelque part cette main tendue dont parle M. Retailleau. Après, si on continue, vous allez avoir l'expansion de la colonisation sur les autres pays environnants, Sénégal, Mali, Afrique subsaharienne, et après on va aller sur l'Afrique de l'Ouest. Mais là, on est en dehors de l'esclavage. Ce que je veux dire, c'est que les massacres des populations sont systématiques. Quand vous regardez les massacres qu'il y a eu ensuite à Madagascar, je veux dire, c'est jamais évoqué. Ils ont massacré des femmes et des enfants. Encore. Ce qu'ils ont fait aussi au Dahomey, c'est l'actuel Bénin, la même chose. Ce sont systématiquement des massacres. Ils coupent les têtes de tout le monde, ils l'ont fait aussi au Cameroun, ils ont accroché les têtes, etc. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont pires qu'horribles, c'est barbare, totalement inhumain. Et on rentre dans le XXe siècle, et ça continue. Après, c'est les Allemands, parce que là, on parle des Français, mais le génocide des Herero et des Nama, qui n'est jamais évoqué non plus. Va-t-on parler aussi du génocide des Belges envers les Congolais? Bon, si c'est ça, la main tendue. Et après, c'est un pillage et l'organisation de la destruction de civilisation, d'identité culturelle, religieuse, spirituelle, pour humilier et avilir toute l'Afrique. Donc c'est ça, la colonisation. Après, moi je ne vois pas où est la main tendue, puisque l'Algérie a récupéré son indépendance avec une guerre d'une férocité extrême et d'une répression totale de la France. Plus d'1 million de morts côté algérien. Si on ramène tout cela à l'Algérie, on est à 5 millions de morts.
On va parler aussi des massacres de Sétif, 45 000 victimes. D'après les Français, c'est entre 1500 et 2000. Hein. Et ils ont mis plus de 17 000 corps dans des fours crématoires pour faire disparaître les preuves. Ça nous ramène à des temps très sombres. Ça nous ramène aussi à une réalité. La colonisation n'a absolument rien de positif. Il n'y a pas de rebelles. Me racontez pas qu'ils ont construit des routes et des hôpitaux. C'était pour les Français, en Algérie par exemple. En Afrique, globalement, de toute façon, la présence coloniale n'a été que négative. C'est de la déstabilisation, des assassinats de chefs d'État après les indépendances et des manipulations constantes pour un seul objectif, les ressources et les ressources. Donc si vous voyez quelque chose de positif dans la colonisation, vous qui passez sur cette vidéo, mettez-le en commentaire, je vais y répondre. Parce que peut-être que je n'ai pas évoqué certains éléments dont je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas la science infuse, mais du peu que je connaisse de la colonisation, je n'y vois absolument rien de positif. Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. C'est de mieux en mieux. Il continue dans ses propos, et cette fois, ils sont totalement orientés. Vous avez donc des Français qui se sentent Français, selon lui. Hein. Il parle des immigrés qui sont venus en France à la demande de la France, emmenés par la France dans les années 60, 70, même avant. Hein. Je veux dire, après la Seconde Guerre mondiale, c'est pas les Français de souche qui ont reconstruit la France. Ce sont des immigrés portugais, italiens, qui étaient déjà là depuis les années 20, espagnols, maghrébins, africains. Voilà, donc c'est une réalité, et qu'on le veuille ou non, ce sont des faits historiques. Ensuite, il dit, et là c'est très drôle, première, deuxième, troisième génération. Alors là, je me concentre parce que parler de troisième génération, qu'est-ce que ça veut dire? De première, deuxième, troisième. Les enfants d'immigrés nés dans les années 70, qui eux-mêmes ont eu des enfants, qui sont nés dans les années, par exemple, 90, 2000, qui eux-mêmes vont avoir des enfants, parce qu'ils ont la vingtaine, on parle des générations de 2000, ils vont avoir aussi des enfants, ça va nous donner 1, 2, 3 générations, voire 4. Là où ça devient problématique, quelle est la définition d'un Français de souche? Vous êtes né en France, dans les années 70, vous faites des enfants, qui eux-mêmes sont nés en France, qui eux-mêmes vont avoir des enfants nés en France, qui aussi vont avoir des enfants nés en France. À quel moment ils sont Français? De souche. Il faut combien de générations? 150? Est-ce que c'est exclusivement le fait de ressembler à Clovis, roi des Francs, d'avoir les cheveux blonds ou rouquins, d'avoir les yeux bleus, les yeux verts? C'est ça, être Français? Eh bien non, puisque la France est forte de sa multiculturalité, de cette mosaïque, justement, qui est simplement l'évolution historique. Vous envahissez la terre entière, vous attendez pas, après, à avoir dans vos populations toujours des blonds. Je veux dire, si vous prenez la Suède, par exemple, ils sont globalement blancs, cheveux blonds, rouquins, les yeux bleus, d'accord, mais pourquoi ils n'ont pas plus de diversité que ça? Je ne parle pas des immigrés, je parle des Suédois de souche. Parce qu'ils n'ont pas d'empire colonial, en fait. À partir du moment où vous avez construit cet empire colonial, avec la volonté de faire venir des travailleurs, etc., pour reconstruire la France, eh bien, ça donne ce melting pot qui est incontournable. Mais surtout, ce qui est surprenant, c'est après. Il y a une régression parce que ces générations-là, justement, font un retour vers leur ethnicité, vers leur identité originelle. Est-ce un tort? N'est-on pas tous à la recherche de notre histoire? Si notre histoire commence avec la France et qu'on est français depuis 10 générations, eh bien, on peut s'interroger. On va chercher ses origines. Si on est français, je veux dire, depuis le temps, depuis le début, depuis Charlemagne, et qu'on a réussi à remonter l'arbre généalogique, eh bien, on va peut-être chercher de quelle tribu on venait, de quelle région. Voilà, la Franche-Comté, la Bourgogne, l'Alsace, que sais-je, la Bretagne. Mais celui qui est africain d'origine, et qui n'est pas non plus de 50 générations, c'est-à-dire qu'il a la capacité à comprendre que ses arrière-grands-parents, par exemple, venaient du Cameroun, eh bien, il est en droit d'aller chercher, justement, au Cameroun, quelle est son ethnie, quelle est son origine, quelle est l'identité rattachée à l'origine de ses arrière-grands-parents ou de ses grands-parents. C'est tout à fait normal, ça fait partie de la construction d'un individu. Est-ce un reproche ? Est-ce qu'il faut s'appeler Michel pour qu'il soit content ? Ou comme Gérald Darmanin, qui s'appelle Moussa, mais qui a mis Gérald devant, parce que son père voulait une meilleure assimilation. Est-ce qu'il faut nécessairement devenir chrétien,
manger du porc, boire de l'alcool, etc., et dans des mœurs qui sont assimilées à des mœurs françaises? Je ne le crois pas. Quand on est français, c'est d'abord une idée. L'idée qu'on se fait de la France et l'idée d'être français. Maintenant, je peux le dire sans frémir, si demain il y a une guerre qui se passerait par exemple en France, j'ai entendu souvent que les enfants d'immigrés, etc., ne viendraient pas défendre le drapeau. Alors j'ai envie de vous dire, là vous faites une erreur idéologique, parce que si vous regardez la Seconde Guerre mondiale, ce sont bien des Algériens, des Africains, Sénégalais, Ivoiriens, Burkinabés, du Burkina Faso, j'y arrive pas, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de toutes les colonies françaises, qui se sont battus pour libérer la France. Ils l'ont fait, alors qu'en retour, ils n'obtenaient rien, si ce n'est le massacre de Thiaroye, lorsqu'ils ont demandé leur solde, n'est-ce pas? Donc, en tout état de cause, si demain il y a une guerre, les gens vont défendre leur famille, vont défendre leur territoire, vont défendre leur mode de vie. C'est pas une question de drapeau. Donc, en tout état de cause, ce propos est fallacieux, on doit le condamner, partager. Abonnez-vous, s'il vous plaît, commentez, likez, et abonnez-vous pour que je puisse continuer à faire ces vidéos que je mets aussi sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver, Gabriel Souleka, et sur mon compte Instagram. Je mets sur les trois. J'en mets même un peu plus sur YouTube pour pouvoir vous obliger à y aller, en fait. Non, plus sérieusement, abonnez-vous. Merci de la force, merci du soutien. On est ensemble.